Donc bonjour et bienvenue dans cette 8e capsule de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et bien sûr notre DAF qui est atteint de narcolepsie primaire, donc souvent vous allez le retrouver au sol. Mais néanmoins, il donne vraiment un feng shui à la pièce. Alors cette semaine, on a décidé de vous parler du keynésianisme. On va essayer de séparer ça en plus ou moins 3 parties. Tout d'abord le keynésianisme d'origine, c'est-à-dire que tu vas nous parler de Keynes, de ce que ça représentait à l'époque, de son implication historique. Ensuite, on va essayer de parler des applications concrètes, modernes du keynésianisme. Et on va finir en disant du mal de Piketty, parce que pourquoi pas. Voilà, je trouvais que c'était bien pour donner du poil aux pattes. Donc, revenons aux origines de l'origine du monde. Keynes, qui était face à Hayek à la grande époque. D'ailleurs, si vous voulez rire, il y a une vidéo assez drôle sur Internet, sur YouTube, de combat de boxe fictif entre Keynes et Hayek, qui a été fait par des Américains, qui est vraiment très rigolote, sur une musique un peu de rap. C'est bon, pour se divertir, hein, c'est ce qu'on appelle de la sous-culture. Cela dit, je ne crois pas qu'il y ait sous-culture. Toutes les cultures sont bonnes à prendre dans nos cultures. Et donc, dis-nous-en un peu plus sur Keynes. Alors Keynes, d'abord, il faut savoir, c'était un grand intellectuel britannique, Cambridge, et il a commencé ses études, il a écrit des traités sur les probabilités, donc il était aussi assez bon en maths, et il a eu un rôle éminent de 1920 à 1950 à peu près. Alors, je vais rapidement décrire un peu le personnage. Donc, c'est un grand intellectuel britannique d'une très bonne famille et John Maynard Keynes. Il se retrouve donc très dominant dans les services du ministère des Finances britannique, et arrive les négociations de paix après la guerre de 14-18. Et là, il écrit un livre dans les années 20 auquel il participe. Il est très actif dans la délégation anglaise. Et il a écrit... Donc toute cette délégation qui était plus jamais la guerre, plus jamais tout ça. Donc on était dans une sorte d'universalisme. On était dans l'universalisme, mais lui, il dit les conditions de paix qu'on a imposées à l'Allemagne vont amener automatiquement à un retour de la guerre. Parce que, effectivement, le traité de Versailles demandait... Le traité de Versailles, des réparations que les Allemands ne pouvaient pas payer. Donc c'était les conséquences économiques de la paix. Ça a été un best-seller. Sachant qu'en plus, lui, à l'époque, on était à l'époque dans un système adossé à l'or, donc on savait qu'on était dans une contraction monétaire de fait amenée et par qu'il ne l'or. pouvait pas. Donc, grosso modo, c'est là où il devient un personnage public, quand il publie son livre « Les conséquences économiques de la paix », dans lequel il explique que ça ne va pas marcher. Sur ça, il avait raison. Sur ça, il avait eu raison. C'était, il faut pas oublier, c'était un grand intellectuel et un grand économiste, et un type qui avait ce don qu'ont parfois les Anglais de créer des phrases absolument admirables. Par exemple, un jour, il y a quelqu'un qui lui reprochait dans un débat d'avoir changé d'opinion. Il dit, vous savez, moi, quand les faits changent, je change d'opinion. Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? C'était quand même très malin, parce que de dire, bah oui, quand la réalité change, je change. C'est ce qui est exactement le contraire de la gauche habituelle, puisque Rousseau, dans son discours, le premier discours qu'il avait rendu célèbre, discours sur l'inégalité, commence son discours sur l'inégalité en disant « Avant toute chose, écartons les faits ». Oui. Donc ne laissons pas les faits rentrer dans le développement d'un argumentaire sentencieux. Ça, c'est vraiment dommage. Donc il absorbait très bien les faits. Bien, ensuite, on a la Grande Dépression des années 30, qui est créée par toute une série d'erreurs économiques. Tu nous as expliqué dans la capsule sur la monnaie que aussi c'était lié en grande partie au fait que les États-Unis ne prenaient pas leur place. Ne prenaient pas leur place, qui aurait dû être la leur. Qui était la leur, qui était arrivée dans... C'est-à-dire la Great Britain Pound, la sterling... ne pouvait plus remplir son rôle, et les États-Unis, l'US dollar, auraient dû, à ce moment-là... surgir et à stabiliser le monde. Et devenir le soleil de cet univers monétaire.
mettons de 1920 à 1945, sans soleil. Donc l'obscurité s'est abattue sur le monde. Bien. D'ailleurs, attends, à ce propos, quelqu'un m'a dit, à tort ou à raison, à vous de commenter, mais que dans Star Wars, c'était pas 2 soleils, c'était 2 lunes. Ah, c'est possible. Et effectivement, le héros regarde le soir un moment où ça tombe, donc ça peut être un lever de lune. Parce qu'il y a des tas de planètes qui ont 2 lunes. Donc, aficionados de Star Wars, on attend, est-ce que c'est 2 lunes ou 2 soleils? On ne sait pas. Donc, on arrive dans les années 30, la Grande Dépression. Et là, il fait une analyse théorique qui est intéressante. Il dit, l'analyse classique de l'économie explique qu'il y a des crises, des périodes de boom, des périodes de bust, vous savez, ça monte comme ça, mais qu'on retourne toujours à l'équilibre, qu'on revient toujours à la normale, en quelque sorte. C'était un peu l'analyse classique. Il dit, c'est pas vrai du tout, parce qu'il y a des cas dans l'histoire où on va à un équilibre qui est beaucoup plus bas que celui qu'on pourrait atteindre normalement. Comme nous, là, par exemple, dans cette période de post-Covid. Voilà, je veux dire, au moment du Covid, on est descendu plus bas qu'une période... Plus bas, mais que ça peut, et qu'on peut rester plus bas sans qu'il y ait un retour automatique à l'équilibre, simplement parce que les mécanismes sont tellement dévoyés que ça marche plus. Oui, il n'y a pas d'effet de rebond, en fait. L'effet de rebond s'arrête, et puis ça s'arrête. Donc, dit Keynes, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est que quelqu'un volontairement prenne la décision de créer une demande pour arriver au niveau optimum de l'économie. C'est-à-dire, si on s'est arrêté, mettons, on est passé de 100 à 60, on remonte de 60 à 80, puis à 80, on stagne. Et donc, à ce moment-là, il dit, il faut que quelqu'un fasse le boulot pour le ramener de 80 à 100 en créant une demande ex nihilo. Et c'est là, il dit que l'État, à ce moment-là, doit baisser les taux d'intérêt pour que tous les gens qui ont des dettes ne fassent pas faillite. Plus les taux sont bas, moins les gens font faillite, ça, chacun sait ça. Et la deuxième chose, c'est que il faut aussi que on crée une demande qui n'existe pas, et il va jusqu'à citer l'exemple, il faut payer des gens à faire des trous avec des pelles, et le matin, et aller reboucher l'après-midi. Donc il veut dire par là, on crée une demande de travaux publics. Des grands travaux, etc. Les deux ne sont pas idiots. Bon. Et donc il dit, de temps en temps, le poids de l'État dans l'économie doit monter simplement parce que sans ça, l'économie ne réussit pas à redémarrer. Elle est là, elle est bloquée. Bon. On peut imaginer, par exemple, dans une France d'après-guerre, où les infrastructures étaient détruites, qu'un État... Voilà. Que la part de l'État dans l'économie liée à des grands travaux ou un développement économique ne soit pas complètement idiot. Voilà, c'est pas complètement idiot, c'est un peu ce qu'a fait la Chine depuis 30 ou 40 ans. Mais eux, c'est parce qu'ils ne l'avaient pas. C'est pas parce ils n'avaient pas été détruits, mais comme il n'y avait eu aucune construction d'infrastructure pendant un siècle en Chine, il a fallu que l'État prenne les choses en main et organise. Donc ça, un développement, ça paraît même si ça aurait pu être fait par des acteurs privés, on se dit bon, si c'est fait. Mais si c'est pas fait, voilà, si c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est pour pallier à une espèce de déficience du secteur privé qui n'a plus la volonté. Les entrepreneurs ne sont plus là, les banques ne peuvent plus prêter parce qu'elles n'ont plus de capital. Enfin bref, il y a toute une série de choses. Il n'y a pas assez de sécurité juridique, donc personne ne veut se lancer. Personne ne veut se lancer, et donc on redonne un grand coup de pied dans le derrière pour que les choses repartent. Ça, c'est pas complètement idiot. Et j'ai jamais été contre, d'ailleurs. Et ça doit durer 1 ou 2 ans, le temps que la machine se réenclenche. C'est un peu comme quand tu n'as plus d'encre dans ton stylo, tu commences par mouiller ta plume, et puis le temps que tu recommences à écrire avec ce que tu as pris d'encre, en fait, c'est bon, là, la cartouche commence à donner. Exactement, c'est une très bonne image. Donc, voilà. Et puis, à ce moment-là, Hayek, dont tu parlais, en voyant ses travaux de Keynes, dit c'est pas une mauvaise idée quelque part, mais vous donnez la permission au gouvernement d'intervenir sans arrêt. Et ça va amener à des désastres. C'est-à-dire que si vous continuez toujours dans cette économie, c'est un blanc-seing pour que le gouvernement passe son temps à faire des dépenses dans absolument tout. Dans absolument tout, et pour il va se trouver justifier, évidemment un boulot. Il va se trouver un boulot, et en plus il va sans arrêt se justifier en disant on est à la veille d'une récession, ou on est dans une récession. Et donc ce que disait Keynes, c'est quand la situation est extrêmement grave, il faut que le gouvernement intervienne, mais il disait pas qu'il faut qu'il intervienne sans arrêt. Mais à partir des années 70 en particulier, et à nouveau maintenant, il y a eu une période de 20 ans qui a duré de 80 à 2000,
où on a arrêté ces bêtises. C'était pendant les années Reagan, Thatcher, avec Volcker, etc., où on a dit non, ça marche pas. Mais ils sont revenus, et à ce moment-là, ils disent deux choses qui ne sont pas du tout ce qu'avait dit Keynes. Ils disent des taux d'intérêt bas tout le temps, puisque la baisse des taux d'intérêt favorise la croissance, ce qui est vrai, il faut maintenir des taux d'intérêt bas tout le temps, ce qui n'est pas vrai. Oui, parce que si tu maintiens des taux d'intérêt bas tout le temps, justement, tu n'as pas ta relance schumpeterienne. Enfin, je veux dire, tu n'as pas... Le capital est gaspillé. Voilà. Tu n'as plus d'effet « je baisse les taux ». Parce qu'ils sont toujours bas. Ils sont toujours bas. Donc, tu ne peux pas continuer à les baisser. Et ça permet à des gens de survivre qui ne devraient pas survivre. Donc, il n'y a pas de destruction. Donc, on rentre dans un système... C'est ce que je disais, relance, en fait, destruction créatrice. Voilà. Donc, grosso modo, ça, c'est la première des choses. Donc, les taux d'intérêt bas sont bons tout le temps. Ce qui est une imbécilité. Déjà pour les rentiers, c'est pas génial. Parce que ça détruit l'épargne. Et comme sur le long terme, dans une économie, l'épargne est égale à l'investissement, si on fait baisser l'épargne, l'investissement baisse sur le long terme. Et si l'investissement baisse, la productivité du travail baisse et la croissance baisse. Donc, c'est autodestructeur. Donc, autant baisser les taux d'intérêt pendant 1 ou 2 ans en période de récession, c'est absolument nécessaire. Autant les maintenir bas après 2 ans, c'est complètement idiot. Mais c'est ce que ces gens-là font avec beaucoup de constance. Et la deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils disent, comme dans le fond, on a d'excellentes idées, nous, fonctionnaires, sur la façon dont l'argent devrait être dépensé. Donc là, on revient vers un État stratège. On revient vers l'État stratège, et donc on va faire ceci, on va faire cela, on va développer plein de trucs. Et ils ont plein d'idées. Et à ce moment-là, ça nous amène à un poids de l'État dans l'économie qui ne cesse de monter. C'est pour ça qu'un homme comme Milton Friedman, qui était dans le fond le grand ennemi intellectuel de Keynes, il était amusant, mais il disait, dans le fond, si vous passez votre temps à dépenser de l'argent dans l'État, par l'État, le poids de l'État dans l'économie va monter. C'est complètement inévitable. Il n'y a pas de faillite dans l'État. Donc vous maintenez toute une série d'activités qui utilisent du capital et du travail sans que... Il y a un gain de productivité. Sans qu'il y ait des gains de productivité et qui disparaissent à terme. S'ils ne sont pas bons, ils disparaissent, quoi. C'est, si vous voulez, moi, dans mes activités financières, quand j'ai lancé des trucs dont les gens ne voulaient pas, au bout d'un certain temps, j'ai fermé parce que j'avais plus de sous, quoi. J'étais obligé de... Donc, oui, dans le privé, tu fais une tarte chocolat camembert, tu trouves pas ton public, tu arrêtes de faire des tartes chocolat camembert. Oui, voilà. Or, si c'est l'État, il va continuer toute sa vie à faire des tartes chocolat camembert, même si personne n'en achète. Même si personne n'en achète, et plus il échouera, plus il en mettra en plus. Là, après, il va faire des promos, et ensuite, il va en faire des plus grandes, parce que c'est juste parce qu'on n'était pas assez loin, comme dirait Thomas Sowell, qu'on a échoué sur la tarte chocolat camembert, qui pourtant un grand avenir. Un triomphe de la gastronomie. La gastronomie, voilà ce que je cherchais. Donc, et c'est pour ça que Milton Friedman disait, le déficit budgétaire n'a aucune importance, mais par contre, la croissance du poids de l'État dans l'économie, c'est un marqueur très important. Et j'ai fait un petit travail il y a quelques semaines ou il y a quelques mois qui m'a intéressé, c'est que j'ai pris le poids de l'État dans l'économie en Suisse et le poids de l'État dans l'économie en France. Oui, parce que des gens t'ont demandé ça. Sur 30% de l'économie, on est à 30% en Suisse depuis 50 ans, et nous on est passé de 40 à 61. Donc on a bien vu, il y a eu une dérive extraordinaire. Donc quand bien même les Suisses ont l'impression que le poids de l'État est gigantesque, sachez mes amis que vous êtes quand même à 30% en dessous de nous. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous mettez le ratio des taux de change, vous mettez le taux de change franc-suisse euro, franc-suisse ou franc français à l'époque, et vous voyez que le franc français ne cesse de baisser vis-à-vis du franc suisse, parce que il y a de plus en plus de l'épargne française qui va dans l'État à la place d'aller dans le secteur privé, et que ça se retrouve un jour ou l'autre en productivité, en balance extérieure, etc. Donc, pour résumer sur Keynes, il y a quand même un élément qui est très important à comprendre, c'est que l'analyse de départ, qui était une analyse cyclique, comment réagir à une baisse brutale et profonde de l'activité, baisser les taux et ouvrir un peu les vannes dépenses budgétaires,
ça voulait dire aussi que quand les choses allaient mieux, on montait les taux et on montait les impôts, ou on baissait les dépenses de l'État. Ce qu'ont fait les nouveaux keynésiens, c'est qu'ils maintiennent les taux d'intérêt toujours bas et ils maintiennent les dépenses de l'État toujours en augmentation. C'est-à-dire qu'on est passé en quelque sorte, d'une espèce de contre-attaque rapide à un phénomène durable qui est une politique économique qui favorise l'État dans l'économie. Donc il faut bien se rendre compte que les gens de gauche ont tous embrassé avec bonheur les théories keynésiennes parce que ça leur permet de dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas gagné. Et donc il faut bien se rendre compte que le keynésianisme, qui était une idée intelligente au départ, est devenu dans le fond... A été dévoyé. A été complètement dévoyé et est devenu une espèce de marxisme qui permet la nationalisation des moyens de production. Donc je dis toujours en plaisantant que le keynésianisme aujourd'hui est au marxisme ce que le Coca Light est au Coca, quoi. On arrive au même résultat mais plus lentement. Donc il faut bien se rendre compte que Keynes, qui était tout sauf un marxiste, a été utilisé par les marxistes pour justifier leur politique. En disant... Et c'est ça dont on crève aujourd'hui, parce que justement, nos taux d'épargne sont en train de s'écrouler, donc nos investissements sont en train de s'écrouler, et on arrive maintenant à la dernière étape du keynésianisme, qui est de créer de la monnaie à partir de rien. Comme on l'a vu avec Anis Ladjeb, c'est un emballement de la masse monétaire, ce qu'on appelle le QE, ou l'hélicoptère money, c'est-à-dire faire marcher la planche à billets. Faire marcher la planche à billets pour financer toutes ces dépenses étatiques, parce que simplement, il n'y a plus assez d'épargne locale. Voilà. Alors avant... Parce que les taux d'intérêt sont trop bas. Voilà, en 2008, c'était les banques commerciales qui créaient beaucoup de cette liquidité, mais désormais, plus du tout, c'est les banques centrales qui impriment. Et pour satisfaire les besoins des États. Et pas du tout pour augmenter le niveau de vie, quoi. Donc, dans le temps... C'est-à-dire que ça ne touche pas le terrain, c'est fait tout en haut, et ça reste tout en haut. Ça reste chez Bernard Arnault. En tout cas, ça reste chez Bernard Arnault, et ça va dans le prix des actifs, qui monte beaucoup. Mais alors là, il y a un problème logique qui est important, c'est que le prix d'un actif sur le long terme, c'est la somme escomptée, c'est-à-dire en prenant en compte les taux d'intérêt, des dividendes ou des loyers qu'il va verser. Donc, si on va dire tu as un appartement que tu pourrais louer 1 500 €. Voilà, tu calcules la valeur de cet appartement sur les 30 ans qui viennent en escomptant ça par le taux d'intérêt sur les obligations d'État français, ça te donne la valeur que tu devrais payer aujourd'hui pour l'appartement. Donc donc on ajoute 1 500 € par mois tous les mois, et puis mais si je reçois 1 500 € dans 10 ans, ça n'a pas la même valeur que 1 500 € aujourd'hui. Mais tu dois, pour faire ce calcul, tu dois calculer aussi combien l'État va te prendre en impôts. Ça, après impôt, mais déjà tu calcules une sorte de rentabilité de ton capital comme ça. Mais plus on met les taux d'intérêt bas, plus 1 500 € par mois à recevoir pendant 30 ans a de la valeur. Mais ça augmente pas le nombre d'appartements. Non. Ça fait monter le prix des appartements, mais ça augmente pas la valeur ça augmente pas l'utilité de l'appartement dans lequel tu es toi, quoi. En fait, c'est drôle quand on y pense comme ça. Avant-guerre, on était devenu terriblement près de l'or. Tout le monde voulait de l'or, d'où la guerre des Boers, d'où tout ça. Aujourd'hui, c'est vraiment les biens immobiliers. Puisque comme on est aussi sur un shortage, sur une toute petite masse qui ne peut pas croître. Je veux dire, le nombre d'appartements en centre-ville dans Paris intramuros, il est relativement fixe. On peut diviser les surfaces, parce que des grands appartements, effectivement, de 320 mètres carrés, plus personne n'en a l'usage. Parce on peut en faire 3 dedans. On peut en faire 3 dedans, mais in fine, il n'y en a pas tant que ça des appartements de 320 mètres carrés. Donc on a une masse fixe d'appartements intramuros. Et avec cet argent qui se déverse et des taux d'intérêt très bas, le prix des appartements monte à un niveau qui est complètement
qui n'a plus rien à voir avec la capacité des gens d'acheter un appartement. Ah, c'est la grande thèse de Christophe Guilly, voilà. Justement, quelque part du renoncement des classes moyennes. Et donc la politique keynésienne, ce à quoi ça revient, c'est expulser toutes les classes moyennes des centres-villes. Voilà, qui se retrouvent au fur et à mesure à Évry, puis ensuite ils ne peuvent plus aller à Évry, donc ils doivent aller plus loin, et qui ensuite ont 2 heures de commuting par à jour. L'école. Le professeur de philosophie latin d'une de mes filles avait pratiquement 2 heures le matin, 2 heures le soir pour venir faire son cours à Paris. C'est ça. Monsieur Bernard. Monsieur Bernard. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en principe, les gens qui ont épousé les thèses keynésiennes, ce sont des gens qui se veulent à gauche. Donc, ils pensent que des taux d'intérêt bas, ça va favoriser l'emploi, ça va favoriser la croissance, et donc c'est bien pour leur vote. C'est vrai qu'instinctivement, quand tu te dis le prix du beurre est bas, super. Donc tu te dis les taux d'intérêt sont bas, super. Enfin, je veux dire, instinctivement, quand tu veux acheter quelque chose, c'est-à-dire quand tu vas acheter une dette, qui se passe, c'est ce que voilà. Et c'est contre-intuitif. Donc c'est pour ça qu'aussi on doit l'expliquer aux gens. Mais c'est une des lois de la science politique qui connaît, pour ainsi dire, aucune exception, c'est on arrive toujours au résultat inverse de celui que les lois cherchent à atteindre. Par exemple, tu bloques les loyers, ça fait monter le prix des loyers de façon extraordinaire, mais tu les paieras en cash au début, ce que tout le monde ne peut pas faire. Tu bloques le prix du pain, d'un seul coup, il y a une pénurie de pain. Oui, parce que les gens ne se lèvent plus pour faire du pain s'ils n'ont plus assez de rémunération sur la baguette. Le prix de la farine augmente, donc chaque fois, c'est ce que disait Saint Paul dans je ne sais plus quelle lettre, épître aux Corinthiens ou je ne sais pas quoi, il disait « Seigneur, comment se fait-il que j'arrive toujours au résultat inverse de celui que je cherche ?» Ce qui était une remarque assez profonde, c'est-à-dire que... L'intention ne fait pas forcément la finalité. Même si ton cœur est pur, c'est pas pour ça que tu vas arriver à faire quelque chose de bien. Je sais, parce que moi, j'ai toujours le cœur pur quand je cherche à dessiner, et je vous jure qu'on fait pas les différences quand je fais un chien ou un canard. C'est ça. Pourtant, mon cœur est pur. Pourtant, il y en a un qui a 2 pattes et l'autre qui a 4 pattes, oui, donc ça devrait être assez facile. Oui, mais en Pictionary, personne n'est en équipe avec moi, c'est une catastrophe. Oui. Donc, on a ce phénomène-là, c'est que les gens pensent que les intentions, si on a des bonnes intentions, on ne peut pas être critiqué. Mais j'avais rencontré, quand j'étais jeune, le président de la Banque des règlements internationaux, vous savez, qui est la banque centrale des banques centrales. Oui, tu nous en as déjà parlé. Oui. C'est-à-dire Davos, à côté, c'est du menu frottant. Voilà, c'est là où les vrais gens vraiment... Les vrais gens importants sont là-bas. Sont là-bas. Tu sens sur le bruit de la moquette quand tu rentres. Les cris de génération. Une espèce de tour ronde à balle, je me dis, il doit y en avoir des secrets là-dedans. Par exemple, les grands pays, pendant la Seconde Guerre mondiale, continuent à discuter à la Banque des règlements internationaux. Pendant que les autres se mettaient sur la gueule. Bon, on laisse les paysans faire leur truc. Nous, on est entre gens importants. On discutait de ce qu'on allait faire une fois que tout ça s'arrêterait. Eh bien, j'avais demandé à cet homme quel était le pire danger pour un banquier central. Il m'avait dit, c'est d'avoir un cœur social. C'est-à-dire, si j'hésite à monter les taux parce que ça risque de déclencher des récessions, et puis je vais créer beaucoup plus de catastrophes que si je baisse les taux. Donc aujourd'hui, ce qui est terrifiant dans le monde, c'est qu'on a 2 idées dominantes. D'abord, c'est que les dépenses de l'État sont bonnes. Et les deuxièmes, c'est que les taux d'intérêt favorisent les dépenses de l'État bas, et les taux d'intérêt bas, c'est donc aussi une bonne chose. Et ça nous amène dans le désastre dans lequel on est, parce qu'on est rentré là-dedans avec Bernanke dans les années 2004-2005, de la Banque centrale qui avait remplacé Greenspan, qui était un homme bien. Et donc aujourd'hui, on a une politique qui est keynésienne comme elle ne l'a jamais été, puisque le poids de l'État dans l'économie monte partout, les taux d'intérêt sont négatifs ou négatifs en termes réels à peu près partout, sauf en Chine, et la masse monétaire explose. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous dire la création de monnaie est l'équivalent à la création de richesse, ou va amener à une création de richesse. Or, on sait que c'est pas vrai du tout. C'est un non sequitur, ça n'a pas de lien logique. Ça n'a pas de lien logique, et ça fait exactement partie des bonnes intentions. Donc méfiez-vous des gens qui ont des bonnes intentions. Mais c'est horrible ce que tu dis, là je fais une aparté, mais quand tu discutes avec des communistes, des socialistes, enfin les communistes qui restent, t'as presque envie de leur dire, mais enfin, nous aussi, si on est en politique,
c'est parce qu'on veut aider les gens. Si tu veux, cette idée que parce que tu serais à droite, et c'est ce que je reproche aussi à notre droite actuelle, c'est la fameuse histoire, Monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur, mais pourtant si, ils ont le monopole du cœur, et ça fait 50 ans qu'ils ont le monopole du cœur. Oui, mais si, mais parce qu'à droite, on le revendique plus. La droite n'est tellement plus populaire, dans le sens près du peuple, hein, pas populaire dans le sens je suis la meilleure. C'est là où Mme Thatcher était très habile, c'est qu'elle avait fait quelque chose de... Mais parce qu'elle venait du peuple. Elle venait du peuple, mais elle avait fait quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle avait dit, il y avait eu des constructions de logements sociaux à Londres, partout, des HLM à l'époque, et elle avait dit, on va permettre aux gens qui sont dans les HLM de les acheter. On a tous envie de devenir propriétaire pour les laisser à ses enfants. Et voilà, et donc, tous les gens, et elle l'avait vendu aux propriétaires à peu près à la moitié du prix où ça aurait pu être vendu sur le marché libre. Et ça a créé toute une classe moyenne qui, d'un seul coup, avait accès à un capital qui était le logement dans lequel ils vivaient. Et ça a permis une explosion d'entrepreneuriat en Angleterre, parce que d'un seul coup, les gens avaient un capital sur lequel ils pouvaient emprunter pour acheter un magasin. Ça, c'est aussi quelque chose que font souvent les organismes de gauche, c'est-à-dire, ils disent souvent, il n'y a jamais eu autant de pauvres, il n'y a jamais eu autant de riches. Mais ce qu'il y a d'important, c'est pas tellement le nombre de pauvres ou le nombre de riches, c'est la création d'une classe moyenne et la fluidité avec laquelle on peut s'élever. C'est-à-dire, à partir du moment, par exemple, tout le monde vous dit, les 20% de plus pauvres aux États-Unis sont... Mais l'essentiel, c'est pas les 20% sont dans la misère. Enfin, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est comment vivent ces 20% les plus pauvres par rapport à il y a 100 ans, les 20% les plus pauvres. Ils vivent beaucoup mieux, mais ça, c'est pas vraiment la question. Ils vivent beaucoup mieux. Mais ça, le vrai problème, c'est que quand j'étais aux États-Unis, moi, et que je faisais mes études, j'étais dans les pauvres. Donc, il faut pas regarder les 20%, parce que les 20% sont jamais les mêmes. Voilà. En fait, c'est la mobilité de ces 20%. Ce qu'on appelait dans les années 80 de l'ascenseur social. Je ne sais plus comment on l'appelle aujourd'hui parce qu'il n'y en a plus, mais c'est-à-dire le potentiel d'un enfant d'agriculteur de potentiellement devenir autre chose que ça. Non, c'est juste le potentiel que peut donner un pays de sortir de... Il est normal qu'à certains moments, pas dans sa vie, quand on est étudiant, ou j'en sais rien, on soit dans la courbe basse. Dans la courbe basse, mais oui, si on ne peut pas en sortir, on est désespéré, mais si on sait que c'est qu'un passage obligé, et puis qu'ensuite on continuera à monter. Donc, on se retrouve dans un monde vraiment très curieux aujourd'hui, où les gens qui nous gouvernent pensent que c'est leur devoir de travailler pour que les pauvres s'en sortent rapidement. Mais en même temps, ils détruisent le système d'éducation. Je ne sais pas s'ils cherchent à ce que les pauvres en sortent. Ils cherchent à faire en sorte que les pauvres ne disent rien. Donc on les nourrit avec des prébendes, mais c'est pas parce qu'on te file 400 € pour une allocation de mère isolée ou j'en sais rien que ça te permet de sortir d'un système. Ce qui te permet de sortir d'un système, c'est des mortes de garde, parce que ça te permet de travailler. Ça va être peut-être des formations. D'ailleurs, on en parlait hier, le fait qu'en Suisse, ils envoient énormément moins de personnes au baccalauréat. Je crois qu'il y a 15 ou 17%, disait hier Philippe Nemo, de bacheliers, parce que plein de personnes choisissent et préfèrent avoir des métiers formateurs, ce que l'on fait à partir de la 4e, directement en lien avec des organismes. Et des sociétés et des entreprises surtout. Voilà, qui vont recruter, former le jeune. Oui. Et les gens sont ravis, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de faire un doctorat. Non. Ni l'aptitude, du reste. Ni l'aptitude, donc, quelque part, non seulement le banquier central est devenu social, mais toute la classe politique est devenue sociale et intervient dans le système économique. Mais ça ne marche pas, parce que ce que disait encore une fois Milton Friedman, et je l'ai dit souvent ici, c'est si on paie les gens à ne rien foutre, et si on taxe ceux qui bossent, faut pas s'étonner si le chômage augmente. C'est parfaitement logique. Montrez-moi, disait l'associé de Warren Buffett, qui était l'homme le plus riche du monde et qui a fait ça en bourse tranquillement. Sans travailler. Sans travailler, il a travaillé comme un fou, mais il a pas. Comment gagner de l'argent sans travailler ? Comment gagner de l'argent ? C'est l'exemple parfait de celui qui a gagné de l'argent sans travailler. Et son associé dit toujours, montrez-moi
l'incentive, c'est-à-dire la façon dont vous essayez de stimuler les comportements. La queue du Mickey. La queue du Mickey, et je vous montrerai le résultat. Or, aujourd'hui, si on prend une analyse très simple, c'est que ceux qui créent des emplois durables, c'est les entreprises. Puisque si un job est créé par l'État, j'ai vu par exemple une affiche à Paris aujourd'hui en disant « Paris crée des emplois ». Devenez jardinier, etc. dans Paris, ou c'était dans Paris. On a vu la dette de Madame Hidalgo. On a vu la dette de Madame Hidalgo, mais Paris ne crée pas d'emploi parce que cet argent qui va aller à l'emploi, il est pris par Madame Hidalgo dans les impôts locaux. Donc mon revenu personnel va baisser de la hausse des impôts que Madame Hidalgo me colle. C'est-à-dire avec ça, j'aurais pu faire sans doute tourner 3 restaurants. Donc grosso modo, chaque fois que l'État augmente, chaque fois que l'État embauche quelqu'un, c'est un impôt différé ou immédiat, et ça détruit des emplois par ailleurs. J'ai fait des calculs savants il y a quelques années pour montrer que quand un fonctionnaire était embauché, il y avait 3 jobs qui n'étaient pas créés. Oui, tu l'avais fait sur la Grande-Bretagne. Je l'avais fait sur la Grande-Bretagne, ça marchait très bien, mais ça, j'ai essayé sur les autres pays, ça marche partout. Donc, grosso modo, encore une fois, on vit dans le mensonge. C'est-à-dire qu'on dit le poids de l'État, la croissance de l'État permet la croissance des emplois. C'est faux, c'est l'inverse. On dit les taux d'intérêt bas permettent la croissance. C'est faux parce que ça détruit l'épargne et ça détruit les épargnants. On dit la masse monétaire qui croît, ça permet on va transformer ça en richesse. C'est pas vrai, on va comment transformer ça en hausse des prix des actifs. Et donc, l'une des impressions que j'ai depuis longtemps, c'est que nous vivons de plus en plus dans un temps de mensonges. De mensonges, c'est-à-dire qu'on dit aux gens qui écoutent, et on leur apprend en classe, puisque toute l'économie française maintenant, l'enseignement de l'économie est complètement keynésien, on leur dit voilà comment les choses marchent dans la réalité. Mais ça n'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est comme si on enseignait que la Terre était plate. Et j'en veux beaucoup aux intellectuels, j'en veux beaucoup aux journalistes, de ne pas rétablir la vérité. En fait, souvent tu t'énerves avec des invités ici, c'est que... Surtout les gens de droite, parce que c'est eux qui devraient dire ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que souvent tu es désespéré de constater que des gens avec qui tu partages énormément sur des notions de souverainisme, d'identité, de souveraineté, justement, de morale et ainsi de suite, sont aussi gauchistes quelque part en économie et n'ont pas fait l'effort ou n'ont pas la capacité de remettre en cause la doxia qui est fournie par des crétins. Par des crétins depuis mai 68. Ça a commencé oui, mai 68, oui, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais De Gaulle avec Rueff, etc., lui, les déficits budgétaires, tout ça, il n'avait pas une passion, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc oui, c'est tout à fait ça. Et ça me laisse, parce que je retrouve cet abus du mensonge partout. J'ai reçu ici aussi Christian Gérondeau, qui explique que tout ce qu'on raconte sur l'écologie, c'est des mensonges organisés depuis 40 ou 50 ans, des gens qui ont pris des positions de pouvoir pour pouvoir diffuser ces mensonges. Cela dit, c'est pas tellement, on n'est pas tellement surpris dans la mesure où énormément d'anciens marxistes sont allés se réfugier dans les cases d'écologie et le mensonge, ils savent faire. Le mensonge, ça les a jamais gênés. Et donc, pour le bien de la cause. Pour la cause, mais quand on sait que le prince du mensonge, c'est le diable, on se dit quand même qu'on est mal barré parce que il y a un refus extraordinaire chez les intellectuels en particulier de regarder la réalité. Enfin, je reviens à la citation de Rousseau, qui est le pape de tous les intellectuels français, enfin, et qui disait, avant de commencer à réfléchir, écartons les faits. C'est-à-dire qu'on est dans un monde mythique, magique. Ils comparent en quelque sorte un monde réel qu'ils accusent de tous les maux, avec un monde parfait qui serait celui auquel ils arriveraient s'ils étaient au pouvoir. Mais ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire, quelque part, ils veulent à chaque fois former un homme nouveau. Ils veulent changer la nature humaine pour qu'elle soit conforme à leur idée de la façon dont la société devrait fonctionner. Mais ça marche jamais, là. Changer l'homme, d'abord pour changer l'homme, il faut commencer par en tuer la moitié, quoi.
Je ne sais pas pourquoi j'ai cette citation de Bertolt Brecht qui me vient. L'homme est bon, mais le veau est meilleur. Voilà, à propos de l'homme nouveau. À propos de l'homme nouveau, c'était Bertolt Brecht qui disait le parti a été déçu par le peuple. Oui, changeons le peuple. Changeons le peuple. Il a des citations géniales. J'adore. C'était un esprit atypique. Un esprit tout à fait atypique. Et donc, voilà ce que je veux dire. Donc, quelque part, on est là, devant une construction intellectuelle magique, qui est exactement, comme je l'ai déjà dit, comme si on essayait d'expliquer aux Français que la Terre est plate. Mais comme on leur explique ça depuis 50 ans dans l'enseignement, maintenant, il y a beaucoup de Français qui croient que la Terre est plate. Et la seule chose qui crée la croissance, c'est les initiatives individuelles. C'est jamais l'État. Alors, à propos d'initiatives individuelles, parce qu'on avait fait, tu avais fait un papier sur Piketty, oui. Quand il avait sorti son livre il y a 4 ans, 5 ans, voilà, où tu avais pris justement comme exemple l'exemple d'une boulangerie auquel nous sommes un peu reliés parce que j'ai des cousins qui ont une boulangerie dans les Pyrénées. Une boulangerie industrielle, une espèce de... Voilà, au début c'était une petite boulangerie, maintenant c'est une grande boulangerie qui fait toute la vallée, du côté d'Arros, pour ceux qui connaissent les Pyrénées. Et bref, tu avais expliqué combien... Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que Piketty a fait un travail de recherche en 2012 et suivant, qui, pour certains, pouvait être utile, même si on pense, pour certaines collectes de données, spécialement du Moyen-Âge, que c'est un peu tiré de on ne sait pas trop où, étant donné que les données n'étaient pas collectées. Donc, il y a certaines études de Piketty qui laissent... Et qui, d'ailleurs, les données en question corroboraient toujours ces thèses de fond. Oui, comme par hasard. Comme par hasard. C'est tout extrêmement... Vous savez, c'est ce que disait un de mes amis qui disait toujours les chiffres avouent toujours si on les torture assez. Je crois que M. Piketty a beaucoup torturé ces chiffres pour arriver au résultat qu'il cherchait à atteindre. Et en tout cas, laisser de côté savamment ceux qui ne disaient pas... On n'en parle pas de ça. On n'en parle même pas. Donc, on voulait revenir comme illustration du keynésianisme. Je pense que Piketty est un bon exemple. En quoi... Économiquement, en tout cas, si on parle en termes réels, c'est-à-dire là on va parler en termes de boulangerie industrielle, pourquoi les thèses de Piketty étaient absurdes ? Absurdes. Alors, j'ai commencé avec beaucoup de réticence. Je me suis dit, comme c'était un best-seller mondial, je me suis dit, il faut que je me le tape. Ouais. J'ai donc commencé à lire le livre de Piketty après qu'il soit sorti. Et croyez-le ou pas, j'ai arrêté à la première page. Je me suis dit, ce type est un âne, il n'y connaît rien. Vous me direz, c'est étonnant. Pourquoi j'ai fait ça ? Mais pour une raison assez simple. C'est que la thèse de Piketty, c'est que vous avez 2 variables importantes. R, qui est la rentabilité du capital investi. Un gros R, qui est supérieur ou inférieur au taux de croissance du PIB. Sachant que déjà, le taux de croissance du PIB, dans le PIB, il y a l'État, donc on est déjà nous, un peu sur le PIB. Mais bon, laissons ça de côté pour l'instant. Donc R supérieur à G, taux de croissance du PIB. Mais qu'est-ce que c'est que la rentabilité du capital investi ? Vous prenez tous les investissements qui ont été faits, vous voyez combien ça gagne, et vous divisez par le stock de capital. Donc là, on est sur le privé. On est sur le privé. Donc combien il y a eu d'investis ? Combien d'argent a été investi ? Mais si on a investi 1000 milliards, on gagne 100 milliards, donc ça vous fait une rentabilité du capital investi de 10. Mais 10%. Et il n'y a pas de séparation entre un Bernard Arnault ou Montcrémier ? Non, mais c'est les investissements qui sont faits, les vrais investissements, pas les hausses de prix. C'est les vrais investissements. C'est les investissements en machines, en avions, en hôpitaux, etc., en route. Donc les choses qui vont être à l'actif. À l'actif, voilà. Oui. Et on voit quelle est la rentabilité des entreprises compte tenu de ça. Et bon, mettons 100 sur 1000, ça vous fait 10% de rentabilité du capital investi. Mais, très bien. G, c'est la somme des valeurs ajoutées. Bon. Mais vous voyez bien que G, c'est un taux de croissance. Et que le capital investi, c'est un stock. Donc vous comparez un stock, un flux, ce qui est une erreur qu'un étudiant de première année en économie ne ferait pas, et s'il la faisait, il aurait à 0. Donc il arrêterait de la faire. Donc il arrêterait de la faire tout de suite.
Donc, ce que M. Piketty dit, c'est que, prenons l'exemple de la boulangerie, qui est un excellent exemple. La boulangerie, admettons qu'elle gagne, 5% par an sur le capital qu'elle investit. Le taux de croissance du PIB français, en particulier du PIB, a été de 0 depuis 4-5 ans. Avec la crise, tout ça, on est à 0. Donc 5 est supérieur à 0. Donc M. Piketty dit comme la rentabilité du capital est supérieure au taux de croissance de l'économie, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Et donc c'est un système insupportable, biaisé, voilà. Insupportable moralement. Ce qui est une imbécilité rare, parce que ce qui compte pour la boulangerie, c'est pas les 5% qu'ils gagnent, c'est combien ils gagneraient s'ils avaient investi 1 euro de plus dans une nouvelle machine. Donc il faut comparer le taux de croissance des profits avec le taux de croissance de l'économie. Et sur le long terme, les taux de croissance des profits ne peuvent pas être supérieurs au taux de croissance de l'économie, parce qu'à ce moment-là, toute l'économie ne serait plus que des profits. C'est complètement idiot. Donc on voit très bien que si on prend les États-Unis depuis un siècle, le taux de croissance des profits et le taux de croissance de l'économie sont exactement le même. Parce que pour revenir à la boulangerie, imaginons. S'ils achetaient une nouvelle machine, c'est pas pour ça qu'ils vont. Parce qu'une fois que tu as acheté ta baguette, une fois que tu as acheté ta baguette, tu vas pas en acheter une deuxième sous prétexte que le boulanger en fait. Alors tu veux bien te laisser tenter une fois de temps en temps, mais enfin de toute façon tu vas pas manger que du pain. Si tu fais baisser le prix du pain de moitié, les gens vont pas en acheter plus. Et si tu grosso modo, c'est tout à fait surprenant, mais si tu achètes une nouvelle machine dans cette boulangerie, tu te retrouves grosso modo avec... tu ne vendras pas une baguette de plus. Non. Donc la rentabilité marginale du capital investi dans la boulangerie est de 0, comme le PIB. Donc cet imbécile confond rentabilité marginale du capital et rentabilité brute du capital. C'est-à-dire, il n'y a que 2 possibilités, où il est nul, ou il est de très mauvaise foi. Ou il est d'une mauvaise foi affreuse, et il se dit, mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que, comme c'est en première page du livre, logiquement, n'importe quel journaliste économique... devrait refermer le livre. Devrait refermer le livre en se disant, ce gars ne comprend rien. Et pas du tout. Pas du tout, parce que ça permet de montrer justement que le capitalisme est un système injuste, puisque les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Donc les gens passent rapidement sur ce truc, parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on prouve que le système capitaliste est un système injuste. Et alors là, je fais des travaux en ce moment avec Didier, que certains d'entre vous passent. Didier Darcet, que vous retrouvez sur Grand Angle. Vous retrouvez sur Grand Angle. Et on a fait un travail que je trouve de plus en plus passionnant. C'est-à-dire qu'on se dit, dans le fond, dans chaque pays, il y a deux trucs importants. Il y a la croissance du revenu moyen par tête dans le pays. Enfin, donc la croissance du revenu moyen. Combien on gagne, quelle est la hausse du niveau de vie sur le long terme. Et de l'autre côté, le degré de liberté et le degré de... le degré d'homogénéité de la population. Alors, le degré de liberté, on le mesure avec l'indice de liberté d'une université américaine, qui est très connu, et l'autre, on le mesure avec un truc qui s'appelle le Gini coefficient. C'était un économiste italien du 19e qui avait calculé que dans le fond, plus le revenu moyen était resserré autour d'une moyenne, plus le pays était homogène, etc. Bon. Donc on fait un ratio entre la liberté et l'homogénéité. Et un type comme Piketty voudrait que tout le monde ait le même revenu. Hein. Bah oui, ça c'est la thèse de tous les... Le même vélo, le même appartement, la même salopette, oui, bien sûr. La même salopette et tout. Et donc on regarde ça. Et alors on se rend compte que quand on regarde les pays au travers de ce ratio-là, on se rend compte que vous avez les pays d'Europe du Nord, qui sont des pays extraordinairement homogènes et extraordinairement libres. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois très homogènes et très libres. Après, un pays comme le Danemark a des ponctions sociales énormes. Il a des ponctions sociales énormes, mais qu'il corrige en donnant aux citoyens la possibilité de dépenser eux-mêmes les impôts, par exemple dans l'éducation, dans les retraites.
on prélève des impôts, mais on les rend aux citoyens qui ensuite dépensent comme ils le veulent. Je crois que si un jour je dois aller en prison, je vais aller en prison au Danemark, parce que j'ai vu des photos de prison, c'est un Starbucks le truc. C'est très très bien. Non mais donc on voit, et puis on se rend compte que tous les pays du sud de l'Europe sont pas très homogènes et pas très libres. Et donc on voit une énorme... Le sud de l'Europe, donc on pense Italie, Espagne... tous les anciens pays catholiques. D'accord. Tous les anciens pays catholiques sont des pays qui sont à la fois ni homogènes ni libres. Et du coup... On a peut-être des régimes politiques moins parlementaires que... je crois qu'on a... En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est le poids de l'État dans l'économie qui fait la différence. Et il me semble tout à fait évident que si des réformes devaient être faites en Europe du Sud, ce ne serait pas d'accroître la redistribution, parce que c'est déjà absolument gigantesque en tout cas en France. En France, mais en Italie aussi, en Espagne également. Il faut accroître massivement le degré de liberté laissé aux citoyens par rapport à l'État. Ça veut dire que dans les pays d'Europe du Nord, il y a d'abord l'Europe du Nord, ensuite dans le monde entier les pays de ce qu'on appelle le common law, c'est-à-dire la loi anglaise. Je suis quand même très étonnée que vous arriviez à trouver dans les pays d'Europe du Nord, où on n'arrête pas de nous dire qu'il y a eu des vagues d'immigration immenses, un tel coefficient d'homogénéité. Ah ben ça c'est nouveau, ça fait 7-8 ans. Nous on prend des statistiques sur les 50 dernières années. D'accord, parce que donc, sur les peut-être 4-5 dernières années. Malmö, ça marche plus. Voilà, on est d'accord qu'avec et au Danemark, ils ont des problèmes aussi. Et d'ailleurs c'est un des dangers pour eux. C'est un des dangers pour eux, c'est la rupture de leur homogénéité par l'introduction de populations qui sont un peu exogènes et qui ne sont pas absorbées. Non, mais ça veut dire que vous avez d'abord les pays d'Europe du Nord qui semblent avoir trouvé une espèce d'équilibre parfait entre liberté et homogénéité. Puis ensuite, vous avez les pays de common law, c'est-à-dire toute la sphère anglo-saxonne. Vous trouvez, on commence à voir apparaître dans ces pays homogènes et qui ont très bien réussi des pays comme le Singapour et la Corée. Donc on commence à voir apparaître des pays d'Asie. C'est très intéressant et on voit bien que, dans le fond, les pays de nature confucéenne auront assez peu de difficultés à aller vers beaucoup d'homogénéité. Ils l'ont déjà en quelque sorte. Et puis la liberté, ils la gagnent petit à petit. Donc. Et puis on voit les pays d'Europe du Sud, qui sont où il y a des transferts sociaux gigantesques, mais qui manquent de liberté de façon cruelle. Est-ce que tu crois que le manque d'homogénéité amène à moins de liberté, ou que moins de liberté amène à... Non, parce qu'un pays comme la Suisse n'est pas du tout homogène. Il y a les Suisses allemands, il y a les Suisses romans, il y a les Suisses italiens. Oui, mais encore une fois, si tu reviens à une théorie de Renan, quand même, d'abord... Ils veulent vivre ensemble. Ils veulent vivre ensemble, et puis ils ont une religion commune, et ils ont quand même... Oh, ça dépend. Il y a des, oui, il y a des protestants, le Sud, du côté italien, ils sont plutôt catholiques. Mais ça a été basé sur un choix à l'origine, donc c'est un peu comme dans un mariage, même si tu n'es pas homogène au début, tu as choisi d'être ensemble. Ils ont des règles du jeu, donc la stabilité juridique est probablement extraordinairement importante pour rester libre, en quelque sorte. C'est Huerta de Soto. Oui, c'est Herman de Soto, c'est ça. De Soto, sur pourquoi le capitalisme réussit à l'Ouest et nulle part ailleurs, qui est un bouquin absolument admirable. Mais, encore une fois, ce genre d'analyse n'est absolument pas accepté dans les milieux intellectuels et professionnels. Et là, je voudrais dire quelque chose aussi, c'est que Didier et moi et d'autres, on se rend compte que dans la classe des sachants ou des savants, il ne fait pas bon être un dissident. C'est un phénomène très très curieux. On vous coupe la parole, vous ne pouvez pas parler. Et ça, c'est la preuve évidente que nous ne sommes pas libéraux. Parce que le cœur du libéralisme, vraiment le cœur intellectuel du libéralisme, c'est de penser que de la confrontation des idées naît un monde plus stable. Parce que plus antifragile, pour reprendre mes expressions. Donc, il est bon que les gens se mettent sur la gueule intellectuellement. C'est une idée qui est complètement nouvelle, qui date de 2 siècles. Avant ça, tout le monde pensait toujours que la société était beaucoup plus stable si on était tous d'accord sans arrêt, si on était obligé d'être d'accord. Donc,
on voit que l'une des tendances des sociétés, c'est toujours de revenir sur cet acquis du libéralisme, qui était d'accepter la discussion, d'accepter la confrontation, et que la meilleure idée gagne. C'est un peu comme... Et ça, c'est une idée qui est en train de disparaître. On le voit très bien, par exemple, avec l'écologie ou le... Tous les mouvements, c'est-à-dire tous les mouvements woke, à partir du moment où on fait rentrer une sorte de subjectivité sentimentale, c'est-à-dire... Voilà. Vous me faites de la peine. Vous me faites de la peine. On arrive dans un monde irrationnel où les libertés n'ont plus lieu, puisque le simple fait de permet la censure et le génocide. Voilà. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ben oui, mon chien, t'es le plus bon. Les gens vont dire, alors attendez, si, parce que vous remettez en cause la GPA pour tous, enfin la PMA pour tous. Mais on s'en fout, on a le droit de le discuter. Voilà. Ah, mais vous remettez, vous me faites du mal, vous êtes forcément... Non, si vous dites que, par exemple, la GPA, c'est pas acceptable, c'est que vous êtes mauvais. Oui. Et vous êtes mauvais. Donc, on fait introduire dans une discussion qui devrait être rationnelle... Une morale subjective. Une morale qui n'a rien à y voir. Mais c'est la base de... C'est là-dessus que toutes les théocraties ont marché très bien. Donc, ce dont il faut bien se rendre compte que... exactement la même chose avec tous les racialismes. Tous les racialismes, etc. Si vous êtes blanc, vous êtes ceci, vous devez penser ceci. Si vous êtes noir, vous devez penser cela. Et cette espèce de refus... Le côté nécessaire et stabilisateur de discussions entre gens qui ne sont pas d'accord est essentiel et c'est la base de la démocratie. Donc, si on refuse ce droit à la différence, ben, on ne peut plus être démocrate. Et ces gens-là, d'ailleurs, ne le sont plus. Ils n'acceptent plus la démocratie. Et c'est un des sujets qui me préoccupe le plus, c'est que dans le fond, cette espèce de victoire qu'on a eue pendant, mettons, les Lumières, hein, mais qui avait commencé bien avant, cette prééminence de la disputation pour arriver à des conclusions qui soient bien solides, eh bien, c'est un recul des libertés. Ça entraîne un recul des libertés qui ne fait que commencer. Et il ne faut pas se tromper, c'est une abomination. C'est ce que disait, je crois, Lincoln ou Voltaire, je ne sais plus peut-être les deux l'ont dit d'ailleurs. Je déteste ce que vous dites, mais je détesterai un monde... C'est apocryphe. Oui, c'est apocryphe, mais apocryphe, il a beaucoup dit de trucs, celui-là. Oui. Non, mais on lui prête ça. Je déteste que vous le dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Mais pas vraiment. Donc, pas vraiment, voilà. Bref, mais c'est ça. Quand les gens me disent qu'est-ce que c'est que d'être un libéral, c'est ça. C'est accepter que l'autre puisse développer une thèse qui vous est insupportable. Et il y a un truc qui me tracasse beaucoup en France, c'est toutes les lois mémoriales. Les lois Guesso. Les lois Guesso, etc. Parce que c'est exactement une atteinte directe à ce principe. Non seulement ça, mais là, on est revenu cette semaine sur l'affaire Mila. Donc, qui est cette jeune fille qui avait dit dans une vidéo qu'elle considérait que l'islam était une religion néfaste. J'emploierai pas ces mots parce que voilà. Mais néanmoins, c'est tout à fait son droit. Le droit de blasphème est un droit qui a été aboli. Enfin, le blasphème a été aboli en 1793. Donc, on a un droit de dire absolument ce qu'on veut d'une ou toutes les religions, en considérant que dans chaque religion, il y a potentiellement un potentiel doctrinaire trop fort et que donc ça, on pourrait tomber en théocratie et qu'on a absolument le droit d'avoir peur, encore une fois, d'une ou toutes les religions. Et on entend souvent sur les réseaux ou dans les médias ou des gens comme Ségolène Royal dire « Oui, bien sûr, on a le droit, mais il faut le faire avec doigté. » Non, on a le droit de le faire absolument comme on veut, c'est le principe d'un droit. On ne peut pas être un petit peu enceinte. On ne peut pas dire un petit peu... Alors, il faudrait dire du mal, mais avec les bons mots. Non, dans l'absolu, si c'est un droit universel, il est pluridisciplinaire, il est constant, il est carré, on a le droit de le dérouler comme on veut. Avec des gros mots, certes, c'est pas très élégant, mais si vous avez envie de le faire, c'est votre droit. Et on n'a pas, le droit de juger ou de revenir sur ce droit qui est entier. Et c'est ce que disait Simone Veil aussi à propos des lois mémorielles. Elle disait, mais enfin,
Encore une fois, tout le monde sait que la Shoah a existé. Laissons travailler les historiens. S'il y a 3 débiles qui ont envie d'aller remettre en cause les thèses, laissez-les faire. Ou de nous dire comme des imbéciles qu'il n'y a pas eu 6 millions de morts, mais 5 500 000, on s'en fout. Laissez-les se discréditer, les juges du fond passeront derrière, ils se prendront des amendes de 250 000 €, ça les calmera. De toute façon, c'est tellement là qu'il n'y a même pas à discuter. Donc laissons les gens, encore une fois, c'est même pas de la liberté d'expression, cela c'est de la liberté juste de regarder les choses en face et de laisser quelques crétins faire leurs crétins. Voilà, faire leurs crétins, et il y en aura toujours, parce que c'est une façon pour eux d'attirer l'attention. De toute façon, si vous les empêchez, ils vont continuer à le faire sur d'autres médiums. Donc, et donc, un type comme Piketty, par exemple, lui, ce qu'il voudrait qu'on fasse aujourd'hui, pour vous donner une idée, il voudrait que tout le monde ait un revenu minimum, vous savez, qu'on lui donne comme ça, qui serait plus vrai. La fameuse thèse de Gaspard Koenig de revenu universel. Le revenu universel, c'est... La deuxième chose qu'il voudrait qu'il fasse, c'est qu'on sorte l'énergie du marché, ce qui est une phrase qui veut strictement rien dire, parce que l'énergie, il faut bien que quelqu'un la produise. Et s'il doit la produire à perte, il faut que ce soit payé par... En fait, quand il dit sortir l'énergie du marché, il veut que ce soit produit par l'État. En fait, il n'utilise pas le mot nationalisation, mais il veut que ça soit nationalisé. Oui, mais je veux dire, je veux bien... Sortir du marché, c'est-à-dire sortir d'un échange rationnel et le mettre dans un échange irrationnel qui est une production étatique à perte. À perte, c'est-à-dire que on a vu ça a super bien marché avec Tchernobyl, parce que l'État gère super bien quand c'est les centrales, quand c'est les centrales, etc. Et la troisième chose qu'il veut, c'est qu'on donne un capital de croissance 125 000 €. Je sais pas comment il est. Moi, je trouve que 125 000, c'est pas assez. Il faut donner 1,6 million. Il faut donner 2 millions. 2 millions. Je pense qu'il faut. Pourquoi s'arrêter 125 000 ? Pourquoi s'arrêter à chacun des gars quand il atteint 25 ans. Bon, mais c'est 3 imbécilités totales, parce que ça veut dire, encore une fois, que... Tu lui as dit que je voulais des jambes d'1,60 m ? Oui. Parce que je pense que c'est important qu'ils le disent aussi dans ces communautés. Moi, je voudrais perdre 20 cm autour de la taille, mais j'y arrive pas. Mais parce que demande à Piketty, il peut faire un truc pour toi, il peut mettre ça dans un manifeste. Non, mais il mettra que personne n'a le droit d'avoir un tour de taille supérieur à, je sais pas, faire 80 cm. Ouais, on va dire 80 cm. mais je dois être à 1 mètre, là. Ouais, 1,20 m. Donc, on fera le nécessaire pour que les tours de taille, donc j'irai dans un camp pour perdre... Voilà, jusqu'à ce que tu vas aller en Sibérie, jusqu'à ce que tu perdes 40 kilos. Tout le monde doit se rendre compte que les propositions de Piketty impliquent la fin de la liberté individuelle et la fin de la discussion. C'est-à-dire que celui qui ne sera pas d'accord, on ne lui donnera pas ses 125 000 Donc, moi, ce qui me choque toujours, c'est que je me dis, mais d'où tu t'octroies déjà, toi, en tant que personne dans un... C'est le droit du Seigneur de ce brave Thomas Sowell. Le mec, il se dit, voilà, moi, je vais me mettre dans une position, je vais dire aux gens, toi, tu crèves, non, toi, tu vis, toi, tu crèves, toi, t'as 125 000, toi... Non, mais attends... Et on appelle ça une liberté. Moi, j'ai l'impression de revenir au seigneur féodal. Et on appelle ça être de gauche. Mais pour moi, être de gauche, c'est permettre à chaque individu de se développer du mieux qu'il peut, compte tenu de ses capacités et des efforts qu'il fait. On confond égalité et égalitarisme. Ce qu'il faut, c'est donner aux gens la possibilité de se développer à même niveau, et non pas leur filer du pognon pour qu'ils vivotent. Pour conclure avec le keynésianisme, voilà, on va conclure c'est quand même un machin qui a permis la baisse des libertés et la baisse de la prospérité et la hausse du poids de l'État et l'émergence des oins du Seigneur et hommes de Davos. C'est là-dessus qu'il prospère. Donc, si on juge un arbre à ses fruits, il n'y a pas eu beaucoup de fruits sur cet arbre-là, et quand ils étaient pourris. Le seul arbre qui porte des fruits, c'est celui qui favorise la liberté de choix et la liberté individuelle. Voilà, c'est tout. Voilà. Et le droit de propriété et le droit de travailler. Le droit de travailler. Mon travail m'appartient à moi. Et le fruit de mon travail aussi. Et le fruit de mon travail, c'est à moi. Personne n'a le droit de me le prendre. Sinon, je me barre, comme l'ont fait les Juifs, quand ils ont quitté l'Égypte et le Pharaon. C'est que le taux marginal d'imposition sur les Juifs à l'époque était de 100%. On va le dire. Voilà. L'esclavage, c'est le taux de marginal à 100%. Donc, si on met un taux marginal d'imposition, comme voulait le faire M. Hollande, à 90%, on est à 90% des esclaves. Il faut le savoir.
Il manque plus que... Il manque plus que 10. Il manque plus que 10 et ça serait... 10% de liberté, ils sont bien gentils de nous laisser tout ça quand même. Ah, c'est énorme. La bonté de monsieur perdra monsieur. Voilà, écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis donc, pour cette capsule 8, je crois. On verra ce qu'on fait la semaine prochaine, encore un sujet probablement absolument fascinant. On pourrait présenter les bouquins, non? Je sais pas ça. Ah, tes bouquins? Oui. Ah oui, on pourrait faire ça, mais ça va pas nous prendre l'heure. Ça peut, il y en a 4 ou 5, on pourrait essayer de développer un une petite présentation des bouquins. Et puis des petites questions aussi, je te ferai peut-être un questionnaire de Proust. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Le DAF vous remercie aussi. Il était plutôt sage, j'étais un peu gratouillé, mais ça va. Mais il me disait ça va bien, quand est-ce qu'on va se promener? Voilà, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.